Donc, je suis Vincent Lehmann, responsable des épreuves du Raid Nord-Alsace. En fait, c'est donc une épreuve multisport réservée aux entreprises. Donc, cette année, nous avons 21 équipes d'inscrits. Donc, les équipes qui sont présentes cette année sur le Raid Nord-Alsace, ce sont donc des coéquipiers dans l'entreprise. Donc, on favorise au niveau des épreuves l'entraide entre coéquipiers et la solidarité. Et pourquoi le site de Niederbronn? Puisque le site de Niederbronn possède entre autres une belle carrière où on a pu faire notre épreuve d'escalade. En fait, l'épreuve que vous voyez aujourd'hui, cet après-midi, consiste en fait, donc, au niveau de l'équipe, à monter au niveau de la corde violette par équipe, d'arriver au niveau de la tyrolienne qui se trouve à l'extrémité. Les gens se lâchent sur la tyrolienne, un par un, arrivent sur le filet, et là sur le filet ils partent à 3 pour toucher la clochette tout en haut, et c'est là qu'on arrête le chronomètre. Envie de suicide à Utenhofen? Non, bien sûr. En face de la mairie, la salle polyvalente qui a fêté sa première bougie a accueilli une soirée à rang. L'association culturelle est à l'origine de cette manifestation qui est traditionnellement précédée du michti. Ce repas, composé de pommes de terre et de harengs, permettait aux soulards de dessouler. Cette année, la soirée Harry Ove a eu lieu le lundi, et c'est donc après une journée de travail que les habitants d'Utenhofen et des environs sont venus poursuivre les festivités. Ah, encore un mot sur les fonds récoltés, ils financeront une soirée disco mobile pour les jeunes cet automne. C'est la première année qu'on organise le Masters de l'Outre-Fourré au Windersberg. Donc cette phase finale se déroule sur deux sites, Niederbronn et Merzwiller. Et il y a raison de 5 matchs sur le site de Niederbronn et 3 sur le site de Merzwiller. Les différents clubs sont Niederbronn, Merzwiller, Reichshofen, Aldenstadt, Wissembourg, pour ne citer que. Et donc nous avons décidé cette année de nous mettre tous ensemble pour créer ce fameux circuit de l'Outre-Fourré au Windersberg. Et ça a été apparemment un très grand succès, vu les matchs qui ont lieu tous les soirs, des matchs très intéressants sur les deux sites. Le public n'est pas au rendez-vous, c'est dommage pour une première, vu qu'il y a des matchs très intéressants. Et à tous les niveaux, ne serait-ce que plus de 45 ans, 35 ans, 3e série et 4e série. Donc les joueurs ont été invités, c'est les meilleurs joueurs du circuit. Ils ont été sélectionnés par le nombre de points et le nombre de matchs qu'ils ont fait, le nombre de victoires. Et quelques-uns ont été invités pour combler un peu les désistements. Pour la phase finale de ce Masters, nous avons sélectionné environ 80 joueurs sur les deux sites. Si on regarde un peu les chiffres de 2001, on s'aperçoit que c'était une des saisons les plus fréquentées, si ce n'est la plus fréquentée, dû à plusieurs facteurs. D'abord, un nombre d'abonnés très important, c'est vrai, ça fait plusieurs années qu'on est plus ou moins près de la barre des 300 abonnés, donc c'est plutôt une bonne chose pour la Castine. Un nombre de spectacles importants, 2 créations qui ont amené donc un public un petit peu différent. Donc pour nous, 2001, c'est plutôt une saison plus que satisfaisante. Le programme de cette année, il va être, j'allais dire, comme les autres.
Mais bien sûr que non, il ne sera pas comme les autres. Le maître mot de ce programme, c'est comme chaque année la qualité des spectacles. On essaie de présenter des spectacles de haute tenue aux habitants de Reichshoffen, du canton et des environs. L'autre particularité, c'est l'éclectisme. On montre tout ce qui se fait, ou on essaie de montrer dans tous les registres ce qui se fait d'intéressant dans la création contemporaine. C'est la danse, c'est la musique, c'est le théâtre, c'est l'humour musical, c'est le nouveau cirque aussi. C'est vrai que le programme de la Cassine cette année, il est presque exclusivement composé de jeunes compagnies, que ce soit la compagnie de Guillaume Bertrand qui présentera le Pacte de 1666, la compagnie Bâle, Jeanne Mordoge et Trois Petits Sous, la Clé des Planches qui présente le Malade imaginaire. Bon, toutes ces compagnies sont de jeunes compagnies qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées depuis peu sur la scène artistique française. Alors comment ça se passe ? En général, c'est un échange, c'est-à-dire que soit on a entendu parler de cette compagnie, on va la voir, on va voir son travail, on discute avec elle. Soit c'est l'inverse, on reçoit un dossier qui nous semble intéressant. Mais de toute façon, en général, on va voir le travail de cette compagnie parce que comme c'est une jeune compagnie qu'on ne connaît pas, et dont on ne connaît pas le travail, on aime se rendre compte pour savoir est-ce que ça correspond à mes choix artistiques, à ce que j'ai envie de montrer à Reichshoffen. Nous, notre but, c'est pas d'aller dans le sens du goût du public, mais c'est à l'inverse de lui donner le goût d'aller voir des choses différentes. Nous, on ne flatte pas les gens dans le sens du poil, mais au contraire, on essaie de les aiguiser, de leur secouer quelquefois un peu les neurones, de leur donner envie d'aller au spectacle, voir des choses qu'ils n'auront pas forcément le goût d'aller voir. C'est vrai que par nature, on est tous un petit peu feignants, quoi. Et puis on aime bien les choses qu'on connaît, c'est tellement plus facile. Nous, ce qu'on fait, c'est on essaie de secouer un peu les cocotiers et dire ça vous connaissez pas, mais on vous dit que c'est bien. Alors c'est vrai que ça fait 10 ans presque qu'on existe, ça fait 10 ans que les gens connaissent le travail que l'on fait, et donc souvent ils viennent, ils ne connaissent pas, mais ils viennent par confiance. Bon, c'est aussi le but de la présentation de saison, d'essayer de montrer en quelques mots ou quelques images la programmation future. On a passé 1 heure à présenter la saison et chaque année lors de la présentation de saison, on a un spectacle de ce type, un spectacle drôle, un spectacle léger. Donc le premier spectacle, c'était J'ai mangé ma fourchette, c'est un titre un peu énigmatique, mais qui nous emmène dans des sentiers du cabaret humoristique. Pour m'inspirer, je me suis fait un café crème. Mais par erreur, je l'ai sucré au 7e. C'était pas bon, ma foi, je l'ai bu quand même. Faut-il que je. Nous, on espère une bonne saison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une bonne saison? Ça veut dire pour nous une saison avec des abonnés, autant que faire se peut aux alentours des 300, c'est le chiffre que nous avons d'habitude, mais aussi une saison pleine d'émotions, c'est aussi ça qui est important. Il y a les chiffres d'un côté, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais aussi ce qui nous importe beaucoup, c'est que les gens ils ressortent de la salle avec des émotions plein le cœur, des rires plein les yeux. C'est ça le spectacle vivant, c'est ça qui est important. Je suis vétérinaire, j'ai fait pas mal d'années d'études pour pouvoir exercer. En fait, après le baccalauréat, il y a 6 ans d'études à faire. On est appelé à faire plusieurs sortes de consultations. Bon, je dirais la consultation la plus simple et la plus habituelle, ce sont les vaccinations, au cours desquelles donc, on va regarder l'animal le plus précisément possible. Et là, on peut remarquer par exemple qu'il y a une petite tumeur,
sur la peau de l'animal, que les dents sont en mauvais état. Donc là, quelquefois, on prend rendez-vous avec le propriétaire pour faire un acte chirurgical qui aura lieu par la suite. C'est vrai que de temps en temps, on est aussi appelé directement à tranquilliser les animaux. Par exemple, il y a peu de temps, on m'a amené un cocker qui avait un problème à une oreille. Et en regardant avec mon appareil otoscope, je me suis rendu compte qu'il y avait une herbe au fond du conduit. Alors c'est un peu délicat d'aller chercher ça complètement au fond du conduit auditif, donc je l'ai anesthésié pour enlever cette herbe, pour ne pas blesser le tympan. Donc là, c'est un examen qui est intermédiaire entre une consultation et une chirurgie, je dirais. Nous avons beaucoup de matériel dont nous devons disposer dans une clinique vétérinaire. Déjà, pour avoir la permission de s'appeler clinique vétérinaire, il faut disposer normalement de moyens de réanimation des animaux, c'est-à-dire d'un appareil qui donne de l'oxygène. Par la suite, ce qui est important d'avoir également, c'est un appareil qui fait des analyses sanguines. Parce qu'un animal qui arrive dans un très mauvais état, hors des horaires classiques, je dirais, on doit être capable, en un temps assez court, de déterminer qu'est-ce qu'il a comme gros problème. Et évidemment, je dirais, passé 7 heures du soir, on ne peut pas trouver un laboratoire qui fait encore ce genre d'analyse, sauf dans les hôpitaux. Donc il est bon pour nous de disposer de ça. Ça demande pas mal d'entretien, et ce sont vraiment des appareils très sensibles auxquels il faut faire très attention. C'est très fragile et très précis. Alors, le premier animal était effectivement un petit caniche blanc qui est venu tout simplement pour sa vaccination. Quand ils sont jeunes, les animaux, enfin les chiens, subissent un programme vaccinal qui est fait en 3 fois. Un petit peu de patience. Bon, je vais regarder s'il va bien. Ah, il a un petit peu peur. Hein. Ah ouais. Dès que je suis montée l'escalier là-dehors, il s'est accroché comme ça. Vous savez ? Il savait. Il n'est venu qu'une fois, mais il le savait. Hein? Bah. Le cœur est parfait. Pas de problème particulier, autrement il mange bien, Oui, il mange bien, oui. Il mange bien. À part les oreilles, il avait une petite otite. Oui. C'est de l'autre côté, je crois, oui. Bon, en ce moment, elle pleure plus, mais je crois que c'est pas encore terminé. Oui, là effectivement, c'est encore assez rouge. C'est encore rouge, oui. Un petit peu, oui. Je vais regarder avec l'appareil. Hein. Alors, s'il veut bien se laisser faire. Ouais, parce que les oreilles, c'est délicat. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'il a l'air d'avoir beaucoup de poils dans les oreilles. Oui, oui. Il ne laisse pas s'arracher les poils dans les oreilles. Alors. Non, tu n'as pas tremblé. D'accord. L'oreille est effectivement encore un petit peu rouge. Hein. Ce qui serait, je pense, assez judicieux, on a un nouveau produit, vous avez peut-être entendu parler du Stronghold? Non. Donc c'est un nouveau produit qui permet de vermifuger le chien, de lui faire un antiparasitaire, antipuce. Ouais. Hein. Ça marche pas trop bien sur les tiques, mais en ce moment il n'y a plus tellement de tiques, hein. Ouais. Donc les puces c'est plus important. Et en plus, ça traite la gale des oreilles. Alors, avec une application qui se fait ici, entre les épaules. Ouais. Comme le Frontline. Voilà, exactement comme le Frontline. Il faut en faire 2 applications à 1 mois d'intervalle et ça guérit la gale des oreilles. Alors, je pense que ce que vous pourriez peut-être faire avec lui, c'est mettre au moins 2 fois ce produit pour être sûr d'éliminer, disons, la gale des oreilles. Et puis utiliser localement au niveau des oreilles un traitement de nettoyage simplement pour éliminer l'excès de poils qu'il a. Hein. Ce matin est arrivé donc ce jeune chien qui a été renversé, qui saignait beaucoup et qui avait les os à nu. Donc dans ce cas-là, la première chose c'est d'essayer de voir si l'animal n'est pas en danger de mort. Ce n'était pas le cas pour lui. Mais simplement il avait une grande douleur et dans un premier temps donc ce que j'ai fait c'est que je lui ai fait des injections pour qu'il ait moins mal et j'ai décalé un petit peu le temps de soins
pour pas le traumatiser. Alors c'est donc un petit chien de 4 mois qui s'est fait renverser par une voiture et qui a on pourrait dire un membre un peu broyé. Donc il va falloir que je fasse d'abord un bilan osseux pour savoir si on peut récupérer cette partie osseuse par une opération chirurgicale. Et si c'est possible, l'autre problème qui va se poser, c'est un problème de peau, puisque la peau ayant été abrasée sur une grande surface, on va manquer un petit peu de peau pour réparer. Voilà le problème. Alors là, pour l'instant, donc, je vais l'endormir pour lui éviter des douleurs, puisque sa vie n'est pas en danger. Donc je peux l'anesthésier, et dès qu'elle dormira, je lui ferai des radios de ce membre, pour savoir. Je crois qu'on est beaucoup, dans notre cas, les vétérinaires, à avoir un peu un genre de vocation, je dirais, parce que les études étant longues, il est certain que pour se lancer là-dedans, il faut vraiment, a priori, aimer ce qu'on fait. Il faut beaucoup aimer les animaux, pas mal les gens aussi, parce qu'on est beaucoup en rapport avec eux. Et je dirais que le métier est absolument captivant parce que c'est très varié, déjà dans les espèces que l'on voit, ensuite dans les choses qu'on est obligé dans les systèmes qu'on est obligé de trouver pour soigner ces différentes espèces. Donc je dirais la profession, elle est absolument passionnante. Charles Serfass est un passionné d'histoire. Après 4 années de recherche historique sur Oberbronn, un manuscrit est né. Le livre débute par une première étude sur de nombreux sites archéologiques qui sont répertoriés dans et autour d'Oberbronn. La suite est consacrée aux événements vécus successivement par les différentes dynasties seigneuriales en charge d'Oberbronn. Son livre présente le passé d'Oberbronn et relate notamment la présence de seigneurs suédois. C'est à l'occasion de la visite des descendants de ces seigneurs suédois que M. Serfass est intervenu. J'interviens donc à l'église pour présenter un peu les souvenirs de contes des seigneurs de Suède qui ont vécu à Oberbronn pendant 4 générations. Il y a à peu près 24 personnes de Suède qui sont censées être les descendants des familles Sinclair, Löwenhaupt et Strahlenheim, des descendants des seigneurs qui ont vécu à Oberbronn. Donc, je suis Katharina Yates Löwenhaupt. Donc, je suis une descendante de la grande famille Löwenhaupt en Suède. Et je suis venue ici avec la famille pour un peu retrouver nos racines qui viennent de ce fabuleux, joli village Oberbronn. Ces 3 grandes familles suédoises ont bien sûr marqué de leur empreinte Oberbronn. Il nous est encore possible d'en voir quelques traces, notamment à l'église protestante et au cimetière. Comment les seigneurs suédois, c'était tout de même 4 générations, sont venus à Oberbronn? Eh bien, je crois ne pas me tromper si j'aimais l'idée que c'est par un mariage arrangé. Parce que la famille noble qui a séjourné au château d'Oberbronn et qui a d'ailleurs construit le château d'Oberbronn, ce sont les Leiningen-Westerburg. Et à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, cette famille allait s'éteindre aussi, au moins le nom, parce qu'il n'y avait plus que 2 héritières. La première, c'était Juliana de Leiningen-Westerburg, et l'autre, c'était Sibylle. Comment est-ce que donc, les comtes suédois sont donc arrivés à Oberbronn? C'est par un mariage de Juliana, qui s'est mariée à 56 ans avec le baron de Sinclair, qui avait 30 ans. En ce qui concerne le passé de l'Église, qui a rapport avec la présence des Suédois, dont principalement Sinclair, sont enterrés sous la chaire de l'église qui était à l'extérieur dans la nef. Le premier seigneur suédois, il avait un monument funéraire à l'église. Et ce monument funéraire est quelque chose de très beau, de très artistement sculpté, dont il existe encore 4 éléments. Au moment de la Révolution,
il y a eu un décret révolutionnaire comme quoi il faut sortir des monuments publics, des bâtiments publics, de tout ce qui concerne le rappel de l'Ancien Régime. Eh bien, ce monument funéraire a été donc sorti de l'église en 6 morceaux et il repose actuellement au cimetière local sur une aire réservée aux tombes de seigneurs suédois. Au cimetière, donc actuellement, il y a donc ces vestiges du baron de Saint-Clair. Il y a 4 tombes des Strahlenheim. Alors ça, ce sont des pierres tombales qui recouvrent des tombes, c'est-à-dire des endroits où les personnes ont été enterrées. Donc il s'agit de 4 Strahlenheim. Là, alors ça ne veut pas dire que les derniers Strahlenheim se sont éteints en 1860. Le nom, mais par contre, le nom de Strahlenheim s'est éteint en 1860 à Oberbronn par la mort du fils célibataire. Alors, ce comte Charles-Auguste de Strahlenheim, il avait donc 3 enfants et 2 filles, dont l'une a marié un général, Maurice, que c'est Madame Maurice. Elle avait une fille unique qui s'est mariée à un ingénieur nommé Claparède et qui vivait donc à Paris. Et c'était donc la toute dernière descendante des Strahlenheim. Et ce couple n'avait pas d'enfants. Et ils sont souvent venus à Oberbronn. Et ils sont morts tous les deux en 1925 par un accident de voiture sur la route du retour en allant d'Oberbronn vers Paris.